Bonjour à tous, il est 12h34. Je vous propose qu'on démarre le webinaire prévu autour de la thématique de la prévoyance, sujet qui je suppose, doit vous passionner, doit vous amener plein de questions sur l'aspect technique. Souvent, la prévoyance, effectivement, je me présenterai un petit peu après, mais la prévoyance, c'est souvent un sujet dont on vous a dit que c'était très important. On vous en a parlé au moment où vous avez lancé votre entreprise, où vous êtes lancé en tant qu'indépendant. On vous a dit que c'était primordial de le mettre en place, mais vous ne savez pas trop aujourd'hui, vous ne vous souvenez plus trop pour quelles raisons. Vous n'avez jamais remis à jour votre contrat de prévoyance, vous n'avez pas forcément mis à jour les garanties, vous ne savez pas si vous êtes bien assuré, bien garanti. Vous ne connaissez pas non plus les prestations de votre régime obligatoire qui ont pu évoluer entre-temps. Donc l'idée de ce webinaire qui a été proposé par Accent, justement, c'est de pouvoir vous amener un petit peu des clés de décryptage autour du contrat de prévoyance, bien comprendre les pièges à éviter, les questions à se poser, comment vous êtes couvert, d'accord? Et puis voir aussi la manière dont on peut vous accompagner sur cette partie-là pour vous aider à décrypter justement ces éléments. Parce que nous, du coup, chez Accent, ça fait près de 15 ans qu'on accompagne les clients d'Accent, chefs d'entreprise, TNS, dans leur protection sociale, donc principalement prévoyance, santé et retraite. Allez, je vous propose qu'on démarre. Donc déjà, pour synthétiser, qu'est-ce que la prévoyance? Qu'est-ce que la prévoyance? S'il fallait le définir en une phrase, c'est celle-ci. En fait, la prévoyance, c'est un ensemble de garanties qui vont venir protéger les indépendants en cas de coup dur. Et qu'est-ce qu'on évoque quand on parle de coup dur? On parle principalement d'arrêt de travail, d'invalidité et de décès. Arrêt de travail, invalidité, décès, qui sont les trois risques obligatoires couverts par vos régimes obligatoires, d'accord? CIPAV, Carpinco pour les infirmières, sécurité sociale des indépendants, etc. Donc ça, c'est les trois risques qui sont obligatoires à couvrir et que viennent couvrir aussi de manière supplémentaire vos contrats de prévoyance individuels. Ensuite, il y a un quatrième risque qu'on va aborder qui n'est pas du tout couvert par les régimes obligatoires. Bien évidemment, c'est la pérennité de l'entreprise en cas de coup dur, arrêt de travail, invalidité ou décès. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est qu'on parcourt justement l'ensemble de ces risques et les couvertures de vos régimes obligatoires, parce qu'en fait, vous allez le voir, vos régimes obligatoires, vous payez des cotisations à la CIPAV, à la sécurité sociale, etc., qui sont censés vous amener des prestations. On va voir que ces prestations, elles sont fortement insuffisantes. D'accord ? Il y a des réelles carences en termes de prestations pour ces risques-là, et c'est la raison pour laquelle vous avez mis, ou pas d'ailleurs, un contrat de prévoyance supplémentaire en face. Donc, le premier risque effectivement que vous pouvez avoir, c'est l'arrêt de travail. Alors, l'arrêt de travail, ce n'est pas trop un sujet. Si on parle d'une grippette, une petite maladie, on ne va pas s'arrêter pour ça pour autant. Néanmoins, c'est plus le sujet d'être immobilisé pendant une longue période, par exemple pour une maladie longue durée de type cancer, ou alors un accident, une hospitalisation, qui là va faire que, obligatoirement, on ne va plus pouvoir gérer son entreprise, on ne va plus pouvoir se déplacer, on ne va plus pouvoir se recréer du revenu. Et le revenu que génère notre société, c'est souvent ce revenu-là qui nous permet de maintenir notre train de vie. Payer les échéances de prêts personnels, financer l'éducation des enfants, etc. Donc, c'est vraiment la première question à se poser, c'est comment je vais faire pour maintenir mon train de vie, effectivement, si je me retrouve en arrêt de travail. Combien je vais toucher de la sécurité sociale, des indépendants, et pendant combien de temps? Et est-ce que ça sera suffisant pour maintenir mon train de vie? Ça, c'est le premier risque, c'est l'arrêt de travail. Le deuxième risque, c'est l'invalidité. L'invalidité, c'est le risque le plus grave. En réalité, l'invalidité, si on veut prendre un exemple, c'est par exemple un chirurgien effectivement, qui perd l'usage de sa main, là, va se poser la question pour lui de comment il va faire pour se recréer du revenu. D'accord ? Un chirurgien qui perd l'usage de sa main, il ne peut plus opérer. Donc là, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire déjà sur le plan professionnel, qu'est-ce que je peux faire? Et si je ne peux rien faire, comment je vais faire pour me recréer du revenu si je ne peux plus travailler? Donc, combien je vais toucher, pareil, des organismes de sécurité sociale en rente invalidité et pendant combien de temps? Et le troisième risque, bien évidemment, que viennent couvrir les organismes sociaux, c'est le risque décès. Donc, en fait, le risque décès, il est important, notamment vis-à-vis des proches, c'est de se dire, si je suis le pilier financier de ma famille, d'accord, si le train de vie de la famille repose sur la génération de revenus que je génère via ma société, c'est comment mon conjoint va-t-il faire pour maintenir son train de vie si jamais il m'arrive quelque chose et comment mes enfants vont-ils pouvoir financer leurs études s'il m'arrive quelque chose. Ça, c'est vraiment les trois coups durs que peut rencontrer un dirigeant d'entreprise et
ceux pour lesquels vous êtes couverts par le contrat de prévoyance et votre régime obligatoire. Et le quatrième élément sur lequel vous n'avez aucune protection de votre régime obligatoire et qui est important, c'est la pérennité de l'entreprise. Donc la pérennité de l'entreprise, effectivement, c'est de se dire les revenus de mon entreprise dépendent de moi ou, ça c'est important, d'une personne clé. Vous pouvez avoir aussi dans la société un autre associé ou un salarié sur qui repose le business, sur qui reposent certaines relations commerciales et dont les revenus dépendent de cette personne. Donc là, pareil, il y a deux questions que vous devez vous poser. C'est est-ce que j'ai assez de trésorerie pour faire face aux charges fixes, charges sociales, loyer, salaire de la secrétaire, etc. en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Et la deuxième question, c'est quid du décès, bien évidemment, d'une personne clé dans l'entreprise ou d'un associé. C'est comment l'entreprise va faire pour se retourner si jamais il arrive le décès d'une personne clé dans la société. Donc ça, c'est des risques qui peuvent être couverts par votre contrat de prévoyance, mais vous ne le savez pas nécessairement. En fait, le problème de toutes ces questions qu'on a parcourues, c'est que souvent, on se les pose quand le risque il est présent, quand le sinistre vient d'arriver, et du coup, c'est souvent trop tard. C'est même la plupart du temps trop tard, parce que du coup, vous vous êtes pas posé les questions avant. Et donc, c'est le fait de se poser ces questions-là qui vont venir vous dire, tiens, il faut peut-être que je retourne voir mon courtier, le conseil qui m'a mis en place la prévoyance, mon assureur, pour vérifier que je sois bien garanti vis-à-vis de l'ensemble de ces questions à se poser. Parce que souvent, du coup, on peut plus, une fois que le risque est présent, on ne peut plus réadapter ces garanties une fois que le risque est présent. C'est trop tard. D'accord. Et il y a souvent aussi un élément important, c'est vraiment se poser la question régulièrement de est-ce que vous êtes bien couvert? Vous l'avez compris indirectement, et on en reparlera tout à l'heure, mais la prévoyance, on vient couvrir un revenu. D'accord. En cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité, en fait, on vient couvrir un revenu. Vous dites à l'assureur, moi, je veux être certain de toucher tel niveau de revenu pour maintenir mon train de vie si jamais je me retrouve en arrêt de travail ou en invalidité. Donc, en fait, le problème, c'est que quand vous avez mis en place le contrat, souvent en tant que créateur d'entreprise, vous étiez parti sur un certain niveau de revenus à garantir. Et puis, bien évidemment, votre situation professionnelle, elle a évolué, vos revenus ont augmenté, votre situation familiale aussi a potentiellement évolué, donc votre train de vie également. Donc, en fait, il faut se poser la question, à chaque fois que son revenu évolue, à chaque fois que sa situation familiale évolue, de faire évoluer ses garanties. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous faites évoluer des garanties, l'assureur, la plupart du temps, va vous redemander de remplir un questionnaire de santé. Obligatoirement, vos garanties augmentent, donc il va vous redemander un état au niveau de la santé. Donc, si vous faites cette démarche trop tard, le risque, c'est aussi que votre santé est plus dégradée sur la période et que l'assureur refuse l'augmentation de garantie ou alors l'accepte, mais avec des conditions un peu plus dures, en y mettant des exclusions par rapport à certains risques que vous avez eus auparavant, des opérations, un arrêt de travail, etc. C'est pour ça que c'est important de se poser cette question régulièrement, enfin toutes les questions qu'on a vues là, il faut vraiment se les poser régulièrement pour pouvoir adapter son contrat. Ensuite, ce qu'il faut retenir sur la prévoyance, petite phrase de la fin, effectivement, c'est que quand on est salarié, on ne se pose pas la question parce que du coup, on a la prévoyance de l'entreprise qui nous couvre pour ces risques-là, arrêt de travail, invalidité, décès. Par contre, quand on devient indépendant, là, pour le coup, il faut se constituer soi-même sa prévoyance. Alors, ça a un avantage, c'est que du coup, on peut se constituer une prévoyance sur mesure. On peut choisir les garanties de son contrat, ce qui n'est pas le cas quand on est salarié. Et puis, on a un petit coup de pouce fiscal, d'accord, ce qui s'appelle la loi Madelin. C'est-à-dire que on reviendra dessus, mais les cotisations que vous allez payer pour votre contrat de prévoyance, dans une certaine limite, vont être déductibles fiscalement du résultat de votre société, du bénéfice de votre société. Donc, vous faites un gain fiscal également sur la partie cotisation de prévoyance. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat, dans les questions, j'y répondrai avec plaisir en fin d'échange. Ici, vous avez, donc, pour reprendre, votre régime obligatoire. Donc, la première question à se poser, c'est comment vous êtes couvert par votre régime obligatoire. Donc, ça, c'est toutes les caisses qui existent pour les indépendants. Donc, quand on est artisan commerçant, on est rattaché à la sécurité sociale des indépendants ici. Et sinon, quand on est profession libérale, là, pour le coup, il y a plusieurs caisses. Celle qu'on retrouve souvent, je ne sais pas s'il y en a dans l'auditoire, mais c'est la CIPAV, en fait, c'est profession libérale, architecte, psychologue, etc. Et sinon, pour certaines activités spécifiques, comme les médecins, c'est la CARP, chirurgien dentiste, archidan, etc. Et en fait, il y a un petit élément à avoir en tête, c'est que si vous êtes rattaché à l'une de ces caisses, de par votre activité, notamment à une des caisses où vous voyez un petit astérix à côté, il faut avoir en tête que ces caisses-là ne versent
aucun revenu de remplacement, donc vous ne touchez aucune indemnité journalière au-delà de 3 mois d'arrêt de travail. Donc là, l'enjeu du contrat de prévoyance, il est hyper important pour ces caisses-là, parce que si vous êtes plus de 3 mois en arrêt de travail, il n'y a aucune indemnité journalière qui sera versée par la sécurité sociale. D'accord? Donc il faut être certain d'avoir un contrat qui vous couvre bien en termes de revenus. Et ensuite, vous allez vous poser la question du coup de quelles sont les prestations de mon régime obligatoire. En fait, là, pour le coup, vous l'avez vu, il y en a plusieurs. Donc, on a des petites fiches synthétiques. Pas hésiter à nous le demander dans le chat ou alors le demander à votre comptable ou votre expert comptable de vous communiquer, si ça vous intéresse, la fiche synthétique des prestations de votre régime obligatoire en termes de prévoyance pour votre caisse. Ça, nous, on pourra vous l'envoyer avec grand plaisir. Mais là, je vous ai mis donc à titre d'exemple les deux caisses qu'on croise assez couramment. Sécurité sociale des indépendants, d'accord, le ex-RSI, et puis la CIPAF pour les professions libérales. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que je pense qu'il doit en avoir dans l'auditoire qui sont sécurité sociale des indépendants, comment ça fonctionne à la sécurité sociale des indépendants en cas d'arrêt de travail. En cas d'arrêt de travail, ils vont prendre la sécurité sociale, la CPAM, va regarder la moyenne du revenu de vos 3 dernières années et va vous verser une indemnité journalière correspondant à 50% de la moyenne de votre revenu des 3 dernières années, avec un certain plafond. On l'illustrera tout à l'heure, mais le plafond, il est de 60 € par jour. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, la sécurité sociale ne vous versera pas plus de 1 800 € par mois d'indemnité journalière si vous vous retrouvez en arrêt de travail et ne pourra vous verser que maximum 1 an d'indemnité journalière d'affilée. En fait, vous pouvez être en arrêt de travail pendant 3 ans, mais il faut que ce soit de manière entrecoupée. Si c'est d'affilée, ils ne verseront que maximum 360 indemnités journalières d'affilée. Donc ça, c'est les prestations en cas d'arrêt de travail. En cas d'invalidité, là, on voit qu'il y a des réelles carences parce que les pertes de revenus, elles sont considérables. L'invalidité, qu'est-ce que ça veut dire? L'invalidité, ça veut dire si vous êtes en invalidité partielle, c'est-à-dire que vous pouvez aller travailler que la moitié de la semaine, pour faire simple. Vous pouvez aller travailler que 3 jours sur 5. La sécurité sociale considère qu'on est en invalidité à partir de 33% d'invalidité. D'accord? Il y a un barème fonctionnel. Donc 33% d'invalidité, c'est déjà beaucoup. Par exemple, vous perdez un œil, vous avez la vision de l'autre qui est toujours bonne, vous n'avez que 25% d'invalidité. Vous perdez le pouce dominant, vous avez seulement 15% d'invalidité. Vous perdez la main dominante, ça va être évalué soit entre 40 et 50% d'invalidité. Donc en fait, vous voyez, l'invalidité partielle, il faut déjà quand même avoir subi un gros sinistre pour y être. Et si c'est le cas, la sécurité sociale va vous verser 30% de votre revenu professionnel moyen de vos 10 meilleures années, avec un maximum de 1 100 € par mois. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une perte quand même considérable de revenus de 70%, alors qu'on n'est plus forcément en capacité de retourner travailler. Et on est considéré en invalidité totale à partir du moment où on a 66% d'invalidité. Donc là, 66% d'invalidité, c'est déjà, on a subi quand même un très gros sinistre et on ne peut plus du tout aller travailler. Et si c'est le cas, eh ben, on retombe un peu sur les mêmes plafonds que l'indemnité journalière, c'est-à-dire que dans tous les cas, ça ne pourra pas dépasser 1 800 € par mois et 50% du revenu professionnel moyen de vos 10 meilleures années. Donc en fait, vous avez une perte de revenus de 50%, voire plus, si vous aviez des revenus importants avant le sinistre. Ça, n'hésitez pas encore une fois à nous les demander, on pourra vous les communiquer. Ensuite, petit focus sur la loi Madelin. Je vous ai expliqué tout à l'heure que vous aviez un petit coup de pouce fiscal parce que les cotisations de prévoyance que vous payez pour vous couvrir en termes de prévoyance sont déductibles du revenu professionnel imposable. Hormis, ça c'est important à avoir en tête, je vous ai expliqué qu'il y avait 3 risques, l'arrêt de travail, l'invalidité et le décès. Seulement les cotisations relatives à l'arrêt de travail et à l'invalidité sont déductibles fiscalement. La cotisation relative au décès n'est pas déductible fiscalement. C'est la raison pour laquelle, quand vous recevez une attestation fiscale Madelin, souvent le montant que vous pouvez déduire n'est pas exactement le même que le montant que vous avez payé en termes de cotisation. Donc ça, c'est plutôt l'expert comptable qui gère cette partie-là généralement. Il y a quelques questions récurrentes qui reviennent autour du plafond Madelin. Je les ai mis, c'est quid du traitement social. Effectivement, je vous l'ai dit, la cotisation que vous payez pour le contrat de prévoyance, elle est déductible du résultat fiscal de la société, mais pas du résultat social. Vous payez tout de même des charges sociales sur le montant des cotisations.
Quid aussi de la fiscalité des prestations? Il faut partir du principe qu'à partir du moment où on est en loi Madelin, donc on déduit les prestations donc pour arrêt de travail et invalidité, les prestations qu'on va recevoir en retour seront fiscalisées. D'accord? À partir du moment où on est en loi Madelin, hormis le capital en cas de décès qui est versé au bénéficiaire et qui, lui, n'est pas fiscalisé, mais dont la cotisation n'a pas été déduite au départ, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a certains d'entre vous qui peuvent avoir des contrats de prévoyance sur lesquels vous n'avez pas activé forcément la loi Madelin pour des raisons, je dirais, d'optimisation fiscale en se disant, on a vu des cas passer, par exemple, des personnes qui se disent, ben, je ne vais pas déduire mes cotisations, comme ça, au moins, le jour où je toucherai les prestations, si je suis en arrêt de travail ou en invalidité, ces prestations ne seront pas fiscalisées. Petite alerte et devoir de vigilance sur ce point. Il y a eu une décision de la Cour d'appel de Nantes qui a été rendue récemment, disant que, alors c'est pas définitif, hein, parce que du coup ça va passer en cassation, etc., mais disant que même si on n'est pas en loi Madelin, les cotisations qu'on paye pour la prévoyance, les prestations qu'on aura en retour sur la partie invalidité arrêt de travail seront quand même fiscalisées, même si on n'a pas déduit fiscalement les cotisations. Donc ça, c'est un petit point d'alerte sur lequel on fera, si ça se confirme, en tout cas, on communiquera autour de ce point qui est important. Quelques cas pratiques pour illustrer ce qu'on a dit, notamment un cas pratique sur la sécurité sociale des indépendants pour vous illustrer les prestations de votre régime obligatoire. Par exemple, on peut avoir un artisan dont le revenu annuel est de 30 000 euros, d'accord, donc 2 500 euros par mois. Bah, cette personne-là, 30 000 euros par an, ça équivaut à 82 euros par jour de revenus qu'elle génère. Et donc, la sécurité sociale, si vous avez retenu ce que je vous ai dit, verse 50% du revenu, donc va verser 41 euros par jour. C'est-à-dire que la personne était à 2 500 euros par mois, elle va se retrouver à 1 250 euros par mois en cas d'arrêt de travail, donc une perte de 50% de son revenu. Si cette personne est en invalidité, là, vous le voyez, la perte, elle est d'autant plus importante. Si on est en invalidité partielle, en incapacité partielle, le revenu qu'elle va toucher, la rente invalidité, sera de seulement 9 000 euros par an, alors qu'elle touchait 30 000 euros. Et la rente d'invalidité en cas d'invalidité totale, donc là, ça veut dire 66% de taux d'invalidité, le revenu versé sera de seulement 15 000 euros par an, alors qu'elle générait 30 000 euros par an de revenus et que son revenu de 30 000 euros lui permettait de couvrir son train de vie, échéance de prêt, éducation des enfants, etc. Et ensuite, vous pouvez avoir le cas de figure où la perte de revenus peut être encore plus importante. C'est cette personne ici dont le revenu est de 70 000 euros par an. Donc 70 000 euros par an, ça équivaut à 192 euros par jour. Donc si on fait la moitié de 192 euros par jour, c'est 50%. Normalement, la sécurité sociale devrait verser 96 euros par jour. Néanmoins, je vous ai expliqué que cette indemnité journalière, elle était plafonnée à 60 euros par jour. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle aurait dû effectivement se retrouver sur 35 000 euros par an de revenus versés par la sécurité sociale. En fait, elle sera seulement à 1 800 euros par mois, c'est-à-dire le plafond de la sécurité sociale. Donc là, la perte de revenus, elle est considérable parce que du coup, on diminue son revenu de 70%. D'où l'importance, pour compléter ces montants-là, d'avoir le contrat de prévoyance dont on parlera tout à l'heure. Et en invalidité partielle, là, c'est le même schéma parce que du coup, cette personne, elle va se retrouver au plafond. Donc 13 000 euros en cas d'invalidité partielle et en cas d'invalidité totale, 22 000 euros par an. Capital décès, les prestations restent vraiment dérisoires, d'accord, ne vont pas permettre, quel que soit son revenu, c'est le même capital décès, c'est 20% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc là, pour le coup, ça ne va vraiment pas permettre au conjoint de maintenir son train de vie ou aux enfants de financer leurs études. C'est clairement un montant de capital qui viendra financer les obsèques, mais pas bien plus. Vous voyez, ça fait à peine 9 000 euros et il n'y a pas de rente qui est prévue pour le conjoint et pas de rente éducation prévue pour le conjoint dans le cadre de la sécurité sociale des indépendants. Je vais illustrer aussi également, on a peut-être des professions libérales dans l'auditoire. Je ne vais pas repasser tout le schéma comme je l'ai fait, mais par exemple, une profession libérale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une personne affiliée à la CIPAV, architecte, psychologue, etc., elle, en fait, la vraie carence de son régime obligatoire, elle est ici. C'est-à-dire qu'à compter de 90 jours d'arrêt de travail, donc à compter de 3 mois d'arrêt de travail, elle ne touchera plus rien. Elle perdra l'intégralité de son revenu. Donc elle, c'est important que son contrat de prévoyance, au-delà de 3 mois,
ils viennent la couvrir de manière importante. Et ce qu'il faut retenir à la CIPAV, c'est qu'à la différence de la sécurité sociale des indépendants, c'est un régime par points. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous avez de revenus, plus vous allez avoir de prestations, en fait, parce que plus vous allez avoir de revenus, plus vous allez acquérir de points. Donc, il y a un vrai point de vigilance sur des personnes qui sont à la CIPAV et qui génèrent des revenus assez faibles. Là, pour le coup, le risque, c'est que les capitaux d'essai et la rente invalidité soient de montants pas très importants. Pour les médecins, je ne sais pas si on en a aussi dans l'auditoire, les médecins, ce qu'il faut retenir, la vraie carence, c'est qu'en cas d'invalidité partielle, les médecins ne touchent rien de la CARMF. Il faut toucher une rente invalidité quand on est médecin seulement si on est en invalidité totale. Là, pareil, c'est un vrai point de vigilance derrière quand on vient mettre des contrats de prévoyance supplémentaires en face. Que le contrat sur l'invalidité chez le médecin, en plus, on le sait, des médecins qui peuvent avoir, enfin, ou des chirurgiens qui peuvent avoir une dimension opérante. Là, pour le coup, la notion d'invalidité, elle est hyper importante. Donc ici, vous avez l'illustration de comment s'articule votre régime obligatoire avec un contrat de prévoyance pour une personne à la sécurité sociale des indépendants. Donc si je veux résumer le schéma qu'on a ici, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, pour l'instant, on n'a parlé que de la partie en bleu. En fait, donc là, par exemple, j'ai une personne qui gagne 40 000 € par an, donc 110 €, l'équivalent de 110 € par jour. Cette personne-là, affiliée à la sécurité sociale des indépendants, va toucher de la sécurité sociale des indépendants après un délai de carence de 3 jours. Donc à partir du 4e jour, va toucher 55 € par jour. D'accord, 50% des 110 € et on est bien en dessous du plafond de 60 €. Donc elle va toucher 50% de son revenu jusqu'à maximum 3 ans. Et il y a une petite spécificité, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, c'est qu'elle peut toucher, cette personne-là, maximum 360 indemnités journalières sur une période de 3 ans d'affilée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne où les 55 qui vont s'arrêter ici si l'arrêt de travail il est continu. En cas d'invalidité, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est 30% du revenu. Donc là, typiquement, elle va se retrouver avec seulement 33 € par jour. Et en fait, le contrat de prévoyance que vous mettez en place, son objectif, c'est de dire, moi, effectivement, mon revenu, il est à 40 000, donc je souhaite que vous veniez compléter ce que verse mon régime obligatoire pour que, quelle que soit ma situation en arrêt de travail ou en invalidité, je sois bien à 40 000 € de revenus par an et donc je puisse bien continuer à maintenir mon train de vie avec le revenu qui va en face. Voilà un peu vraiment, s'il fallait retenir la manière dont fonctionne un contrat de prévoyance, c'est vraiment ça le principal. Et donc la question à se poser, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment est-ce que je suis bien couvert en termes de revenus? Est-ce que le revenu pour lequel je suis couvert est adapté à ma situation? Ça, pour y répondre, il faut prendre le relevé annuel de garantie de votre contrat et vérifier. Je vous en reparlerai à la fin, mais si vous avez du mal à le décrypter, ce revenu annuel de garantie, n'hésitez pas à nous l'envoyer à travers votre comptable ou expert comptable qui nous le fera passer. Et nous, on vous en fera une analyse et un audit pour vous dire exactement comment vous êtes couvert en termes de revenus. Ensuite, il y a quelques questions à se poser quand on met en place un contrat de prévoyance. Là, on va vraiment parler des points qui sont les petites lignes chez les assureurs. Et les petites lignes, ce n'est pas des moindres, c'est-à-dire souvent, effectivement, on vous a expliqué quel montant de revenus vous avez, mais on ne vous a pas expliqué toutes les petites lignes dans les conditions générales en vous disant, en fait, pour tel risque, vous n'êtes pas couvert, etc. Donc là, c'est vraiment les questions principales à se poser quand on met en place un contrat de prévoyance ou quand on réactualise un contrat de prévoyance. Déjà, la première question, c'est est-ce que je dois couvrir tout mon revenu ou seulement une partie? Effectivement, vous pouvez avoir des personnes qui touchent des revenus importants, qui les enfants, enfin soit il n'y a pas d'enfants ou soit les enfants sont dans la vie active, le conjoint est protégé par ailleurs par le patrimoine qui a été construit, donc peut se poser la question pour cette personne de dire c'est peut-être pas nécessaire de couvrir l'intégralité de son revenu si jamais elle est en arrêt de travail ou en invalidité. En fait, pour répondre à cette question de est-ce que je dois couvrir tout ou seulement une partie de mon revenu, c'est important cette question parce que du coup, ça va déterminer le montant de la cotisation que vous allez payer. Plus vous couvrez de revenus, bien évidemment, plus la cotisation sera importante. Les deux questions sous-jacentes qu'il faut se poser pour répondre à cette question, c'est est-ce que je suis le pilier financier de ma famille? Si la réponse est oui, il n'y a pas de doute, il faut couvrir tout votre revenu. Et si
Si vous ne savez pas trop répondre à cette question parce qu'il y a un équilibre avec le conjoint, ben là, pour le coup, c'est de se poser une deuxième question, c'est est-ce que vous avez besoin de l'intégralité de vos revenus pour couvrir votre train de vie? Ben, pour répondre à cette question, c'est simple, hein, vous prenez un tableur Excel et puis vous faites un peu un travail de budgétisation entre vos dépenses personnelles, vos revenus, et de vous dire, bah, tiens, si demain je me retrouve avec seulement 50% de mon revenu, qu'est-ce que ça va donner en termes de financement du train de vie? D'accord. Donc, c'est un peu ces deux questions-là qu'il faut se poser pour déterminer si on doit couvrir tout ou seulement une partie de son revenu. Ensuite, vous avez une deuxième question qui est importante aussi et qui va influer sur la cotisation que vous allez payer. C'est est-ce que vous voulez un contrat qui vous couvre de manière indemnitaire ou de manière forfaitaire? Je vais faire simple. Forfaitaire, c'est la solution la plus couvrante, mais du coup, celle qui coûte aussi la plus chère. En fait, c'est vous dites à l'assureur, je veux 55 € par jour d'indemnité journalière. L'assureur vous versera 55 € par jour, quel que soit votre revenu réel, je dirais, l'année précédente. Alors qu'en contrat indemnitaire, là, pour le coup, c'est un peu plus risqué parce qu'en fait, vous dites à l'assureur, je paye une cotisation pour me couvrir à hauteur de 55 € par jour d'indemnité journalière. Mais l'assureur va vous dire, OK, on paye la cotisation pour vous couvrir sur ce montant-là. Néanmoins, s'il y a un sinistre, le jour du sinistre, il vous demandera quel a été votre revenu réel l'année juste avant le sinistre. Et donc, si ce revenu réel, il a été bien inférieur à ce qu'il était au moment où vous aviez mis en place le contrat, bah, le risque, c'est que du coup, l'assureur ne verse pas l'intégralité de l'indemnité journalière parce que votre revenu n'est plus en cohérence avec ce que vous aviez mis en place, ce que vous aviez convenu au départ. Donc, en fait, ce qui va permettre de déterminer s'il faut se mettre en indemnitaire ou en forfaitaire, c'est simple, c'est déjà un créateur d'entreprise ou une personne dont les revenus sont cycliques, peuvent bouger, par exemple dans la restauration, dans l'hôtellerie, où on ne sait pas trop à quelle sauce on sera mangé à N+1 ou voire même à N+2. Bah, en fait, là, il vaut mieux se mettre en forfaitaire, c'est ce qui est le plus sécurisant. Par contre, on peut avoir des cas de figure, ben voilà, des médecins qui ont une visibilité sur, bien évidemment, leurs revenus, où il n'y a pas de sujet de cyclicité, parce qu'on aura toujours besoin de consulter un médecin. Donc, ces personnes-là ont une certaine stabilité dans leurs revenus qui fait qu'elles peuvent se permettre d'être en indemnitaire. Ensuite, il y a une troisième question à se poser qui va influer de manière importante sur la cotisation. C'est est-ce que je veux un contrat en âge à l'adhésion ou est-ce que je veux un contrat en âge atteint? En âge à l'adhésion, en fait, souvent, vous avez des assureurs qui vont vous sortir des super contrats avec une super cotisation hyper attractive, mais le contrat est en âge atteint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cotisation que vous payez va augmenter en fonction de votre âge. Donc, en fait, vous allez avoir des hausses de cotisation régulières. Et vu qu'un contrat de prévoyance, ben, par défaut, on conserve jusqu'à la retraite, hein, on s'en sépare qu'au moment de la retraite, ben, en fait, vous allez vous retrouver sur votre durée, sur votre carrière professionnelle, à avoir payé des montants de cotisation bien plus importants que si vous aviez pris au départ un contrat dont la cotisation est plus élevée, mais est en âge à l'adhésion. C'est-à-dire qu'on bloque la cotisation en termes d'évolution par rapport à l'âge au moment de l'adhésion. La cotisation n'augmentera pas en fonction de votre âge. Bien évidemment, on en a parlé, enfin on va en reparler un petit peu pour illustrer ça, c'est la franchise également. Sur vos contrats de prévoyance, vous avez des franchises. Si je reprends le graphique qu'on avait ici, vous voyez, la franchise classique dans les contrats de prévoyance, c'est souvent 30 jours, 3 jours, 3 jours. Vous verrez ça un peu de manière standard, ça veut dire 30 jours en cas de maladie et 3 jours en cas d'accident et d'hospitalisation. En fait, c'est le minimum à avoir parce qu'en cas de maladie, effectivement, on ne va pas forcément s'arrêter pour une grippe, comme j'ai dit tout à l'heure. Enfin, en tout cas, on restera souvent, si on s'arrête, c'est maximum 2-3 jours. Et derrière, par contre, l'enjeu, c'est surtout si on a un accident ou si on est hospitalisé. Ben là, il vaut mieux, vu qu'on sera immobilisé pendant une certaine période, probablement, il vaut mieux avoir une franchise qui ne soit pas de 30 jours, mais bien de 3 jours. Donc, c'est ça qu'il faut vérifier. C'est déjà être au moins sur du 30 jours, 3 jours, 3 jours. Et du coup, se poser la question aussi de est-ce que c'est adapté à votre activité et adapté à votre situation patrimoniale et votre situation de revenu. Vous pourriez avoir des personnes qui se disent, en fait, moi, j'ai vraiment une trésorerie très confortable, j'ai ce qu'il faut pour tenir 30 jours, que je sois accidenté, hospitalisé ou en maladie. Donc, en fait, cette personne-là,
se dire, bon, bah, moi, quel que soit accident, hospitalisation, maladie, je préfère être sur une franchise de 30 jours, 60 jours ou 90 jours. Ça va influer fortement la cotisation, parce que plus on va avoir une franchise courte, plus, bien évidemment, la cotisation sera importante. Donc, voilà un peu les questions qu'il faut se poser lorsqu'on met en place un contrat de prévoyance. Et aussi, la dernière question, c'est est-ce que la situation de trésorerie de l'entreprise est confortable? Je pose cette question-là parce qu'en fait, toutes les questions qu'on a posées jusqu'ici sont souvent des questions qui viennent répondre à comment je dois me couvrir pour l'arrêt de travail, l'invalidité, les capitaux d'essai, etc. Et on oublie souvent, enfin, on oublie des fois de se poser la question de comment vont se financer les charges fixes de mon entreprise, le loyer que j'ai à payer, les salaires de mes salariés, le salaire de mon personnel, de ma secrétaire, etc., mes charges sociales que je vais toujours continuer à payer. Et donc là, on peut rajouter en option dans les contrats, en option supplémentaire, ce qui s'appelle une garantie des frais généraux, une garantie des frais professionnels. Vous devez voir ça dans vos contrats, où là, on vient dire, on verse une indemnité journalière supplémentaire pour permettre le financement de ces charges fixes. Donc, pour cette garantie-là de garantie des frais généraux, la question qu'il faut se poser pour déterminer si c'est nécessaire de la mettre en place ou pas, c'est quelle est la situation de trésorerie de l'entreprise. Si demain, je me retrouve dans une situation en arrêt de travail ou enfin en arrêt de travail immobilisé et donc en incapacité de générer du revenu, est-ce que ça va mettre la pérennité de l'entreprise en jeu? En termes de pérennité de l'entreprise, je fais une petite incise sur ce sujet-là. Si vous avez des associés avec vous, c'est important de se poser la question de qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a le décès d'un associé. Parce que du coup, si un associé décède, le risque, c'est qu'on se retrouve au capital de la société avec les héritiers de la société. Donc souvent, dans les statuts à minima, c'est prévu quand même des clauses de préemption, d'agrément, indiquant que les autres associés ont la priorité pour racheter les parts de l'associé décédé. Néanmoins, on n'est pas toujours en capacité d'appliquer ces clauses parce que ça nécessite un financement pour le faire. Donc, soit que les associés restants lèvent de nouveaux financements, ou soit avoir les capitaux directement pour racheter les parts de l'associé décédé. Donc, souvent, dans ces cas de figure, on positionne ce qu'on appelle les garanties croisées entre associés, c'est-à-dire on met un capital d'essai sur la tête de chaque associé, et si jamais cet associé vint à décéder, le capital sera versé aux autres associés, et ce qui leur permettra d'acheter les parts de l'associé décédé. Et c'est aussi une manière de sécuriser ses propres héritiers en disant mes héritiers, au moins, plutôt que d'avoir les parts d'une entreprise qu'ils ne veulent pas gérer, au moins ils vont récupérer le capital qu'on adapte à la valorisation de l'entreprise, bien évidemment. Les points de vigilance à avoir sur les contrats, ça c'est important. Le risque le plus grave, vous l'avez compris dans mon discours, c'est l'invalidité. Ce n'est pas l'arrêt de travail, c'est vraiment l'invalidité, c'est la capacité de se générer du revenu derrière si on se retrouve en invalidité pour des accidents importants, notamment. Et donc là, il y a des vraies subtilités à connaître sur les contrats. Par défaut, les contrats vont calculer votre taux d'invalidité un peu comme la sécurité sociale, c'est-à-dire ils vont considérer que vous êtes en invalidité partielle à partir de 33% d'invalidité. Et donc là, si c'est le cas, ils vont vous verser un prorata de la rente pour laquelle vous êtes couvert. Et à partir du moment où vous êtes en invalidité totale, donc 66% d'invalidité, là, ils viendront vous verser 100% du montant pour lequel vous êtes couvert. Ce qu'il faut prendre en compte en termes d'invalidité, c'est que vous savez, tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour être en invalidité partielle, il fallait déjà avoir eu un accident important. Si on perdait la vision d'un œil et que l'autre était bonne, on n'avait que 25% d'invalidité. Donc en fait, on déclenchait aucune rente, ni celle de la sécurité sociale, ni celle de son contrat de prévoyance, si son contrat de prévoyance prévoit un seuil de déclenchement et un barème aligné sur la sécurité sociale. Donc en fait, il y a 2 points de vigilance là-dessus, c'est de se dire, allez, c'est bien de trouver des contrats de prévoyance dont les seuils de déclenchement sont inférieurs à ceux de la sécurité sociale. Et ça, il y en a des contrats qui se déclenchent à partir de 15% d'invalidité, 16%, 20%, etc. Et surtout, qui appliquent à minima un barème croisé pour calculer l'invalidité, voire même, c'est encore mieux, un barème professionnel.
un barème, ça veut dire en fait, ils vont intégrer votre activité pour déterminer réellement votre taux d'invalidité. Donc ça, en fait, effectivement, il y a quand même beaucoup d'activités. Si on perd l'usage de son pouce dominant ou l'usage de sa main dominante, et ben, si on a un barème aligné sur la sécurité sociale, on ne sera pas en invalidité totale. Par contre, si on a un barème professionnel qui est appliqué parce que c'est comme ça que c'est déterminé dans votre contrat de prévoyance, et ben là, on sera considéré en invalidité totale et donc on touchera la totalité de la rente pour laquelle on est assuré. Donc ça, c'est des petites subtilités, mais qui en fait vont être hyper importantes au moment du sinistre. Et il y en a une troisième sur ce point-là, c'est vous avez des assureurs qui, pour calculer votre taux d'invalidité, vont prendre en compte vos possibilités de reclassement professionnel. C'est-à-dire, ils vont vous dire, ah bah vous avez eu tel diplôme, donc vous pouvez très bien, par exemple, aller donner des cours, faire de la formation, vous réorienter professionnellement malgré l'accident que vous avez eu. Et donc, vous êtes en capacité de vous régénérer du revenu. Bah, ça, c'est un vrai risque, ces contrats-là, parce que du coup, on peut se retrouver avec des taux d'invalidité bien amoindris du fait que l'assureur intègre cette possibilité-là. Donc ça, c'est important de vérifier dans les conditions générales, et c'est notre travail quand on fait un appel d'offres que l'assureur ne tienne pas compte des possibilités de reclassement professionnel pour calculer votre invalidité. Les pièges aussi à connaître, les points de vigilance à avoir, c'est les exclusions et les délais d'attente. Les exclusions qu'on retrouve souvent dans les contrats, c'est les sports à risque. Donc attention, si vous pratiquez des sports à risque, bien le préciser au départ, et bien se renseigner, parce que quand vous avez mis en place votre contrat, vous ne faisiez pas forcément de sport à risque de type sport en montagne, sport automobile, un peu dangereux. Là, pour le coup, c'est important de se reposer la question si désormais vous faites ces sports à risque, de est-ce que vous êtes bien couvert si vous arrive quelque chose dans le cadre de cette activité. Et donc ça, les assureurs ont un peu tous leur politique là-dessus. Il y en a qui couvrent certains sports, il y en a qui couvrent pas d'autres sports, mais c'est un point important. En termes d'exclusion aussi que vous pouvez trouver, en réalité, c'est pas une exclusion, mais c'est un risque qui est conditionné à certains éléments, notamment une hospitalisation. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, les assureurs, bien évidemment, se sont rendus compte depuis des années que les principales maux de notre société, donc MAUX, en termes d'arrêt de travail et d'invalidité, c'était le burn-out et les problèmes de dos. D'accord, c'était ça qui générait quasiment la majorité des passages en invalidité chez des personnes ou des passages en arrêt de travail. Donc en fait, petit à petit, ils ont sorti ces risques-là. En fait, ils les ont conditionnés dans leur contrat en disant on couvre ce risque que si vous êtes hospitalisé pour cette raison-là. Donc quelqu'un qui aurait du coup des problèmes de dos mais qui n'a pas été hospitalisé, ou des problèmes de burn-out, des problèmes psychiques mais qui n'a pas été hospitalisé pour ces problèmes de burn-out, de fatigue mentale, ne sera pas couvert par son assureur. Donc ça, c'est un point très important parce que nous, on le voit, on le constate réellement, hein, c'est-à-dire que c'est le risque principal, que ce soit chez les médecins, que ce soit chez les chefs d'entreprise, c'est le burn-out et les problèmes de dos. Donc c'est bien important de vérifier dans son contrat si on est couvert pour ces risques-là et surtout si on est couvert sans condition d'hospitalisation. Ça, c'est ce qu'on se charge de faire. S'il y a des femmes également dans l'auditoire, c'est important qu'elles intègrent, qu'elles se renseignent auprès de l'assureur sur la maternité. Souvent, sur la maternité, tous les assureurs, de toute façon, n'assureront pas le congé légal de maternité, donc les 6 semaines avant l'accouchement et les 10 semaines après l'accouchement. Durant cette période-là, vous ne toucherez aucune indemnité journalière de votre contrat de prévoyance. Par contre, vous aurez les indemnités journalières de la sécurité sociale qui sont majorées dans le cadre de maternité. L'élément qu'il faut regarder, c'est qu'il y a des femmes qui peuvent être en arrêt de travail avant ce congé légal de maternité parce qu'il y a un problème, une grossesse pathologique, du coup, il y a des problèmes, des problèmes qui font qu'elles ne peuvent plus travailler. Donc ça, c'est important de vérifier aussi si l'assureur couvre bien la grossesse pathologique avant le congé légal de maternité. C'est des points d'attente à avoir. Et le dernier point, c'est les délais d'attente. Quand vous mettez en place un contrat de prévoyance, il y a souvent des délais d'attente. Par exemple, pour la couverture burn-out, c'est souvent 1 an. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber en burn-out 1 an après la mise en place de son contrat, sinon on n'est pas couvert. La maladie, par défaut, du coup, la grossesse pathologique, souvent il y a des délais qui peuvent être de 3 mois, 6 mois, 9 mois selon les contrats. Vérifiez aussi qu'en cas d'accident, il n'y ait pas de délai d'attente, parce que évidemment un accident c'est quelque chose pour le coup c'est pour le coup quelque chose qu'on ne maîtrise pas.
Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est possible aussi, normalement, quand vous changez de contrat de prévoyance, de ne pas repasser par la case délai d'attente. Ça, c'est bien à avoir en tête, c'est-à-dire de bien vérifier que quand vous changez d'assureur en termes de contrat de prévoyance, le nouvel assureur n'applique pas ces délais d'attente. Donc nous, notre travail au quotidien et notre travail pour Axence, c'est de faire principalement deux choses. C'est les deux capsules que vous avez ici, c'est effectivement pour leurs clients de faire un audit de leur contrat. Donc en fait, on va vérifier, en fait, l'idée c'est de répondre à toutes les questions qu'on s'est posées là durant l'animation et donc du coup de vérifier in fine si la personne est bien garantie par rapport à sa situation professionnelle, sa situation familiale, etc. Donc on fait un audit des contrats. Si derrière on remarque des carences, eh ben, on se pose la question de dire bah tiens, est-ce que c'est possible d'aller trouver un contrat sur le marché, d'aller consulter donc plusieurs assureurs, faire un appel d'offres pour trouver le contrat qui va correspondre au mieux aux besoins du client et surtout à un tarif attractif. Donc l'idée, c'est de trouver le meilleur rapport couverture-prix dans le cadre de l'appel d'offres. Donc en fait, vous pouvez très bien envoyer votre relevé annuel de garantie à votre comptable, expert comptable, qui nous le fera passer. Et donc, nous, on fera gratuitement l'audit du contrat, d'accord, pour vérifier si vous êtes bien couvert. Et derrière, si vous souhaitez qu'on fasse un appel d'offres auprès d'autres assureurs, eh ben ça, on peut également le réaliser dans la démarche pour vérifier si aussi vous payez, au-delà d'être bien couvert, si vous payez le bon prix. Donc, on a fait le tour sur la partie prévoyance. On va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Juste, je termine en concluant que Axence, effectivement, on intervient, comme c'est écrit ici, sur la partie protection sociale et retraite. Donc, en fait, ce travail d'audit des contrats et de réalisation d'appels d'offres, on peut aussi bien le faire sur la prévoyance que sur vos contrats retraite de type Madelin, PER. Vérifier si vous avez le bon contrat en termes de que vous ne payez pas trop de frais, d'accord, que vos supports sont performants et vérifier que vous soyez bien sur le bon contrat retraite parce que du coup, il y a eu quand même pas mal d'évolutions sur la partie retraite entre l'arrivée des plans d'épargne retraite, les ex-Madelin, etc. Et on peut le faire également sur la partie mutuelle santé. Il y a un point aussi sur lequel on peut le faire, ça nous est souvent demandé par les clients d'Axence, c'est sur la partie assurance emprunteur. Vous payez souvent sans vraiment le savoir, vous avez pris, parce que vous n'aviez pas le choix, l'assurance emprunteur de la banque, et du coup qui est très élevé en termes de tarifs. Et le marché s'est vachement libéralisé sur l'assurance emprunteur. Avant, ce n'était pas le cas, il y a encore plusieurs années en arrière, de pouvoir changer d'assurance emprunteur à tout moment. Désormais, c'est le cas. Et là, pour le coup, les économies sur l'assurance emprunteur, elles sont significatives. Donc là, c'est pareil, si jamais vous souhaitez un audit sur cette partie-là et qu'on réalise un appel d'offres, si c'est sur la retraite, il faut nous envoyer le relevé de situation de vos contrats. Si c'est sur la santé, c'est le tableau de garantie que vous recevez de la mutuelle chaque année. Et si c'est sur l'emprunteur, c'est le tableau d'amortissement, le certificat d'adhésion du prêt et le tableau d'amortissement du prêt qui nous permettra de faire derrière l'audit et l'appel d'offres. Alors, je vais me mettre dans la rubrique questions pour voir si vous avez des questions. Hop. Je vois pas de rubrique, je vois pas de questions, pardon, dans la rubrique des questions. N'hésitez pas hein, si vous en avez. Alors après, ça peut aussi se faire dans un second temps. Si vous avez des questions, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le webinaire. Vous pouvez très bien aussi les adresser directement à votre comptable et votre expert comptable qui nous les fera passer et auquel on se fera un plaisir de vous répondre. Et ben, ce que je vous propose, il n'y a pas de questions dans le chat ou dans les questions, donc je vous propose de ne pas hésiter à revenir, comme je vous l'ai dit, vers votre comptable ou expert comptable
pour nous poser vos questions, on y répondra. Et puis, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et votre attention. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.